rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. 1er janvier 2021, c'est un plaisir de vous retrouver fidèles de la RPA dans cette nouvelle année. Bonsoir et bienvenue à ce premier magazine de l'année 2021 dont voici les principaux titres. Les autorités burundaises ne cessent de violer le protocole national de lutte contre la propagation du coronavirus. Dans ce magazine, vous suivrez l'incident causé par l'ombudsman burundais. À 3 jours de la reprise des cours, la toiture de quelques classes de l'école fondamentale Gatumba 6 a été emportée par les pluies de la nuit dernière. Les habitants de la localité demandent une intervention urgente pour éviter à leurs enfants de reprendre les cours avec retard. Et enfin, dans notre feuilleton des rétrospectives, ce 1er janvier, nous ferons une rétrospective sur la gouvernance. Côté technique, je suis assistée par Lucie Kabera, ingénieur Egide Mouemeru. À vous tous, nous vous souhaitons d'abord une heureuse année et bienvenue à ce magazine. Politique pour commencer. Chez le Burundi entre en 2021 sous un thème spécifique de lutte contre la pauvreté. Dans son discours à la nation de ce 31 décembre, le président Évariste Ndayishimiye a rappelé les 6 priorités de son gouvernement et parmi elles le renforcement de la justice dans le pays et d'annoncer une prochaine libération des prisonniers, certains par grâce, d'autres pour libération conditionnelle. Suivez le président Évariste Ndayishimiye. Pour le secteur de la justice, le gouvernement s'est engagé à restaurer ce domaine, que la justice soit réellement indépendante et impartiale. La justice est le grand pilier d'une bonne cohabitation et des droits de l'homme. La première priorité dans ce domaine, c'est la lutte contre l'impunité, le combat pour le respect des lois. Là où il y a la justice, on ne peut pas y trouver l'injustice ou la partialité. C'est pour renforcer la justice dès la base et éradiquer les injustices que nous avons instauré des lois régissant le Conseil supérieur de la magistrature et la justice traditionnelle. Les condamnés doivent aussi être traités avec considération pour qu'ils puissent changer et se corriger. Les maisons de détention sont faites pour corriger et non pas pour venger les crimes. C'est aussi pour protéger les auteurs de forfaits, pour qu'ils ne soient pas attaqués par les victimes de leurs forfaits, mais également pour montrer à tous qu'il existe une ligne rouge à ne pas dépasser. Un prisonnier garde les droits d'un être humain. J'annonce que certains des détenus déjà condamnés vont être libérés par la grâce et d'autres bénéficieront d'une libération conditionnelle. Cette libération se fera conformément aux conclusions d'une commission qui enquête sur la situation dans les maisons carcérales. bizokorwa hisunzwe icegera c'umugwi uriko uratohoza ibijanye n'amabohero n'ubuzima bw'abanyororo. Et se félicitant que les réfugiés burundais commencent à regagner leur pays natal, Évariste Ndayishimiye a reconnu qu'une partie de ces Burundais ont fui la dictature des dirigeants du pays. Et selon les données du département en charge des réfugiés au Burundi, les Burundais rapatriés au cours de l'année 2020 sont majoritairement ceux qui ont pris le chemin de l'exil suite à la crise de 2015. D'autres étaient partis un peu avant, toujours sous le régime CNDD-FDD. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Le chef de protocole de l'ombudsman burundais, Edouard Nduwimana, est locataire de la prison centrale de Mpimba depuis ce mercredi 30 décembre. Il serait accusé de complicité dans l'évasion du fils de l'ombudsman, une évasion qui avait pour but d'éviter à cet enfant de se plier aux exigences de la quarantaine après son séjour à l'étranger, comme stipulé dans le protocole de lutte contre le coronavirus. Plus de détails ici avec Walter Quizera.
Ce chef de protocole de l'ombudsman burundais emprisonné se prénomme Pascal. Il est accusé d'avoir fait évader l'enfant de l'ombudsman burundais Edouard Nduwimana après son arrivée à l'aéroport Melchior Ndadaye. Comme mentionné dans un procès verbal d'évasion rendu public le 5 décembre 2020 par l'autorité de l'aviation civile, cela s'est produit après une longue discussion entre le personnel du service des urgences, le personnel de l'Office national du tourisme et celui de l'autorité de l'aviation civile du Burundi. Les sources de la RPA révèlent que ces différents services de l'aéroport cité en haut avaient ordonné à Anelka Nduwimana, l'enfant de l'ombudsman burundais, de subir un confinement de 3 jours dans l'hôtel Outlook après son test de Covid-19 comme prévu par le ministère de la Santé dans le but de lutter contre la propagation de cette pandémie. Le chef de protocole de l'ombudsman burundais s'y serait alors opposé et aurait pris la décision de faire évader son protégé. Une fois mis au courant de l'incident, les autorités de l'aéroport Melchior Ndadaye ont lancé un avis de recherche à l'endroit de ce chargé du protocole. Ce dernier fut appréhendé et conduit à la prison centrale de Mimba où il est détenu depuis ce mercredi 30 décembre 2020. Vous saurez que ce n'est pas la première fois que les autorités du pays se livrent à de tels actes. Le dernier cas signalé est celui de Jean-Marie Rurimirije, un des conseillers du président Évariste Ndayishimiye, qui a refusé que sa femme séjourne dans un hôtel destiné à accueillir des gens en provenance de l'étranger comme exigé par le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida dans l'optique de la lutte contre la propagation de la Covid-19. Merci Walter Kwizera. Il était situé sur le site Kizingwe Nyabugete et qui appartenait à la Cogerco diffère de celles appartenant à la population qui font actuellement objet d'enquête de la CNTB. Des preuves montrent que les terres dont Évariste Ndayishimiye a fait allusion lors de sa dernière conférence publique ont été cédées à une société qui avait un projet de construction d'10 maisons d'habitation en 2007. Eloge Divin Remesha nous fait le point. Comme mentionné dans la lettre que le directeur général de la Cogerco, Léopold Manelakidza, a adressée au directeur de la société de construction, CEAIA, en date du 20 novembre 2007, la Cogerco a bel et bien cédé ses terres à la dite entreprise pour qu'elle y effectue des travaux d'intérêt public. En effet, l'entreprise CEAIA avait fait une demande auprès des membres de la diaspora burundaise pour qu'ils viennent acheter des parcelles et ériger des maisons dans ce site de Kizingwe Nyabugete. La parcelle octroyée à la CEAIA par la Cogerco était de 30 arts et comprenait un hangar. Actuellement, cette ancienne parcelle de la Cogerco a été viabilisée par la CEAIA avec l'appui de la banque BCB, ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle ce site a été dénommé quartier BCB Diaspora et diffère du quartier Nyabugete, même si tous sont issus du site Kizingwe Nyabugete. L'autre preuve qui montre la confusion d'Évariste Ndayishimiye sur la différenciation des terres de Kizingwe Nyabugete, c'est le rapport de l'enquête menée en 1947 sur demande du gouverneur résident du Rwanda au Burundi. L'objectif de cette enquête était de montrer la répartition des terres de la chefferie d'Okabezi, dans laquelle le site Kizingwe Nyabugete appartenait à l'époque coloniale. À la fin de ces enquêtes, le domaine public découvert était de 162 hectares sur 40 000 hectares de superficie que mesurait la chefferie d'Okabezi, les 30 arts de la Cogerco situés dans Kizingwe Nyabugete y compris. Vous saurez que même la commission du ministère des Travaux publics, mise en place en 2019 pour statuer sur la question des terres de Nyabugete, s'est référée sur ces enquêtes de 1947 pour affirmer la non-domanialité des terres du quartier Nyabugete. Les terres domaniales de la Cogerco, auxquelles le président Évariste Ndayishimiye a fait référence, sont également inscrits dans la liste intitulée « Les réserves du gouvernement » énumérant les terres domaniales de l'époque coloniale. Les terres de la Cogerco sont à la 305e position de cette liste. Toutes ces preuves énumérées viennent confirmer que les terres du quartier Nyabugete appartiennent à la population. Vous saurez que ces terres du quartier Nyabugete sous enquête de la CNTB ont une superficie de 500 hectares et que leurs propriétaires sont principalement les natifs et les acquéreurs de bonne foi. Merci à toi aussi, Eloge Divin Remesha. Et je vous l'avais dit au début de ce magazine, la pluie qui s'est abattue sur la zone Gatumba la nuit dernière a emporté la toiture de certaines salles de classe de l'école fondamentale Gatumba 6. Au moment où le deuxième trimestre va démarrer prochainement, les habitants de cette zone demandent aux bienfaiteurs de les assister pour réhabiliter ces salles de classe. L'édité avec Lovis Nyonzima. C'était vers 22h de la nuit dernière quand la pluie a commencé à tomber en zone Gatumba. Selon les informations en provenance de cette zone, cette pluie s'est beaucoup abattue sur la localité de Gaharawe. L'école fondamentale Gatumba 6, se trouvant précisément en face de la zone Gatumba, a été détruite. Selon toujours ces informations, les toitures de 6 salles de classe ont été emportées par le vent. Les parents dont les enfants fréquentent l'école fondamentale Gatumba 6 s'inquiètent.
Ils se demandent comment les enfants vont poursuivre les cours. Cet accident survient à 3 jours seulement du début du deuxième trimestre. Jusque-là, les autorités administratives n'ont pas encore réagi. Les habitants de la zone Gatumba demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide et à l'administrateur de la commune Mutimbuzi de faire tout son possible pour que ces classes soient réhabilitées dans les meilleurs délais. Et dans la deuxième partie du magazine Humura Burundi, nous allons vous parler des grandes lignes qui ont marqué la gouvernance au cours de l'année écoulée 2020. La rétrospective en matière de gouvernance, c'est avec Emmanuel Niungeko. L'année 2020 écoulée, le Burundi a été dirigé par des gouvernements. Celui de feu président Pierre Nkurunziza, décédé le 8 juin, et le gouvernement qui l'a succédé, dirigé par le président Evariste Ndayishimiye, investi le 18 juin. Les uns et les autres n'ont cessé de dénoncer des détournements faits dans certaines entreprises étatiques et dans d'autres institutions, les cas de corruption pour être embauchés, ainsi que la question qui concerne les indemnités des militaires burundais envoyés dans la mission de maintien de la paix dans les pays étrangers, spécialement en Somalie. C'est ça sur ces points que nous allons nous focaliser dans cette rétrospective de l'année 2020 en matière de gouvernance. Au micro, vous êtes avec Emmanuel Niungeko. Bienvenue. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord passer le micro à mon confrère Clovis Niyonzima qui revient sur les grandes lignes de ce qui a marqué le secteur de la gouvernance l'année 2020. Le domaine de la gouvernance est l'un parmi ceux qui ont été émaillés d'irrégularités au cours de l'année écoulée 2020. Suite à la mauvaise organisation, différentes entreprises et institutions étatiques sont à l'agonie pour ce qui est de la santé financière. L'une de ces sociétés étatiques au Digouffle est l'Office national des télécommunications, ONATEL. Cette société parvient à rémunérer ses employés avec très peu de chance. Selon le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, l'ONATEL s'est endetté de plus de 100 milliards de francs burundais, des dettes qu'il a contractées pour son fonctionnement. Certaines informations révèlent que cette entreprise pourrait d'un moment à l'autre fermer ses portes pour ensuite être privatisée. Les actes de corruption pratiqués pour accéder à l'emploi, les cas d'attribution des marchés moyennant des pots de vin se sont accélérés au Burundi au cours de l'année écoulée. À titre d'exemple, ces manœuvres se sont surtout manifestées dans le domaine de la construction des routes et autres infrastructures publiques. Pour être embauchés dans le secteur de la santé, les infirmiers et médecins doivent verser entre 1 et 3 millions de francs burundais. Il en est de même pour l'autorisation d'ouverture des pharmacies. La bonne gouvernance a pour ultime objectif de lutter contre la corruption et le détournement des fonds publics. Pour réussir ce projet, la Constitution oblige les hautes autorités du pays de déclarer leurs avoirs à les rentrer en fonction, de même qu'à la fin de leur fonction. Dans ces premiers jours de règne, le président Ndayishimiye avait donné un délai limite pour que cette mesure soit mise en exécution. Après quelques jours, il est revenu sur sa décision, arguant que les avoirs de quelqu'un doivent être tenus secrets. Au cours de l'année 2020, un recensement des jeunes diplômés mais sans emploi a été effectué au mois de septembre. Un recensement qui a été contesté par la majorité de ces jeunes. Presque dans toutes les localités du pays, seuls les militants du CNDD-FDD étaient prioritaires. Un autre recensement opéré est celui de tous les fonctionnaires. Ce dernier a également suscité des polémiques. À part que ces fonctionnaires devaient répondre sur la question concernant leurs richesses qui n'ont aucune relation avec leur travail, chaque fonctionnaire était obligé de révéler son ethnie. Au cours de la même année 2020, le gouvernement de Gitega a pris la mesure de récupérer les domaines qui avaient été octroyés à titre d'emprunt pour la réalisation des projets de développement. Le gouvernement explique que ceux qui exploitaient ces terres ont violé les conventions et relatives. Mais ce qui s'est fait remarquer, c'est que la mise en application de cette mesure a été émaillée d'irrégularités, car certaines autorités sont allées loin jusqu'à même prendre des terres qui n'appartiennent pas à l'État. En ce qui est des grands moments qui ont marqué la gouvernance pour l'an 2020, on ne pourrait pas ignorer le cas de plus de 130 Burundais qui ont été difficilement rapatriés par le gouvernement du Burundi en provenance du Rwanda, où ils avaient été bloqués avec la fermeture des frontières suite à la pandémie de coronavirus.
Ces personnes ont passé plus de 2 mois en attente de l'autorisation de l'État du Burundi pour rentrer dans leur pays natal. L'ambassade du Burundi au Rwanda leur avait annoncé que le Burundi n'a pas encore donné l'autorisation. Cette dernière sera donnée après la diffusion de Soka par différents médias burundais n'opérant pas au pays. L'on ne pourrait également passer sous silence la question liée aux indemnités des militaires burundais envoyés dans une mission de maintien de la paix en Somalie. Depuis le début de l'année 2020, ils ont reçu ces indemnités au mois de décembre, des indemnités que ces militaires n'ont pourtant pas perçues en totalité. La rémunération très tardive des militaires burundais affectés à la mission de maintien de la paix en Somalie est le point qui a retenu notre attention dans ce mini-magazine. Nous avons approché le professeur d'université et ancien parlementaire burundais Charles Ndi Tige. Ce dernier, en même temps président du parti Prona, non reconnu par le régime de Gitega, affirme que c'est très difficile d'évaluer le domaine de la gouvernance du régime CNDD-FDD dans la mesure où même les nouvelles institutions en place sont issues des élections truquées. Si je devais faire un bilan du pouvoir CNDD-FDD durant cette année 2020, en clair, rien de positif n'est à signaler. Je dirais d'abord que cette année a été caractérisée par les élections générales qui avaient pour base légale la Constitution qui a enterré définitivement l'accord d'Arusha. Ces élections ont été caractérisées par non seulement des violences dirigées contre l'opposition, mais aussi et surtout par des fraudes massives, parce que ce n'est pas le parti CNDD-FDD qui avait gagné, mais c'était plutôt le parti CNL d'Agathon Rwasa. Et malheureusement, la CENI et la Cour constitutionnelle ont proclamé des résultats contraires à la volonté du peuple burundais qui avait infligé un vote sanction à l'endroit du CNDD-FDD pour les 15 ans de sa gestion calamiteuse. Après ces élections, il y a eu la formation d'un nouveau gouvernement qui est caractérisé par la présence au plus haut sommet de l'État des généraux parmi les plus radicaux, les plus durs, dont certains sont même sous sanctions internationales pour les violations graves des droits de l'homme. Ici, je citerai le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, le super ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique Gervais Ndirakobucha alias Ndakugarika. Les autres institutions comme l'Assemblée nationale, le Sénat, les conseillers communaux et les gouverneurs sont pratiquement issus du parti CNDD-FDD. Donc c'est un gouvernement monolithique, monocolore. Donc nous sommes revenus à l'époque du parti unique, un parti qui fait la pluie et le beau temps dans tous les secteurs de la vie nationale. Au niveau des secteurs des droits de l'homme, rien n'a changé durant cette année 2020. Les exécutions extrajudiciaires, les emprisonnements arbitraires, le verrouillage des libertés civiles et politiques a continué de plus belle. C'est la mauvaise gouvernance dans tous les secteurs de la vie nationale. La mission de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, a été créée le 19 janvier 2007 sur approbation de l'Organisation des Nations Unies. Parmi les 5 pays contributeurs des troupes de l'AMISOM, qui sont Burundi, Djibouti, Éthiopie, Kenya et Ouganda, seul le Burundi connaît un problème de payer ses troupes. Alors qu'ils venaient de passer plus de 10 mois sans percevoir leurs indemnités, ces militaires ont eu une partie des arriérés le mois dernier de décembre. Cet argent, qui correspond à 9 mois, le gouvernement leur doit encore quelques mois. Ces militaires avaient toujours alerté sur leur situation difficile ainsi que celle de leur famille. Toutefois, des sources dignes de foi de la RPA font savoir que les indemnités en dollars américains des troupes burundais de la MISOM sont versées régulièrement sur un compte ouvert à la banque Bankobu pour cette fin. Qu'est-ce qui serait alors à l'origine de ce retard de paiement de ces indemnités des militaires burundais? Charles Ndi Tige explique que cet argent est d'abord utilisé pour des affaires commerciales pour générer des revenus, un comportement qui, selon Ndi Tige, ne date pas d'hier. Concernant les contingents des militaires burundais qui sont partis pour le maintien de la paix en Somalie ou ailleurs, qu'on appelle AMISOM, il y a beaucoup de problèmes. D'abord, les salaires de ces militaires ne sont pas versés aux familles qu'ils ont laissées au Burundi. Et même quand ils rentrent, ils ne perçoivent pas les arriérés parce que ces salaires sont subtilisés par les généraux et les apparatchiks du pouvoir. Il en est de même des armes et d'autres
d'autres matériels, dont les véhicules, y compris même les munitions qui sont loués à prix coûtant et qui sont également détournés par ces généraux. Et d'après nos informations, cet argent est retiré pour être vendu sur le marché noir parce que cet argent vient en devise et après donc ils font un commerce illicite et ils empochent les dividendes. Je me souviens que quand j'étais député à l'Assemblée nationale, je crois que c'était en 2012, j'avais fait ma petite enquête et je m'étais informé, il y avait une bagatelle de 23 milliards qui devait rentrer dans les caisses de l'État en provenance justement de cet argent qui est prélevé sur les traitements de ces contingents et l'allocation aussi de ces matériels. J'étais arrivé à un montant de 23 milliards par an. C'était justement ce que l'État devait percevoir. Mais au niveau du ministre des Finances qui était venu nous présenter le budget de fonctionnement de l'État, il avait enregistré seulement 3 milliards et je lui ai posé la question de savoir où se trouvent les 23 milliards. Il a bredouillé, il a dit que c'était un secret de défense. Évidemment, les députés du CNDD-FDD ont commencé en disant ce député, où est-ce qu'il trouvait tout cela? Et vous comprenez que c'était très gênant pour le pouvoir CNDD-FDD parce qu'ils étaient pratiquement pris en flagrant délit de vol. Les enquêtes faites par la RPA révèlent que c'est le ministre des Finances et le chef d'état-major général de l'armée qui ont le droit de signature sur le compte des indemnités salariales des militaires burundais envoyés en Somalie. Donc, ce sont ces deux autorités qui devraient expliquer en premier la destination de cet argent. Le politique Charles Nditije parle des conséquences qui pourraient se manifester sur ces militaires, sur le pays et sur la mission en soi. Les conséquences de cet état de fait sont énormes. D'abord, ça ternit l'image du Burundi qui était déjà mauvaise dans l'opinion nationale et internationale. Et puis, c'est quand même quelque part criminel parce que on affame les familles de ces contingents qui sont partis au péril de leur vie et sans contrepartie. Et ce qui peut arriver aussi, c'est qu'à un certain moment, les autorités en charge de ces contingents comme l'Union africaine, les Nations Unies, peuvent décider de ne plus faire appel aux Burundais. Ce qui peut arriver aussi, c'est que ces militaires peuvent en avoir ras-le-bol et décider de s'en prendre à ces autorités qui spolient leurs familles et ils peuvent même commettre l'irréparable. Évidemment, les premiers responsables, ce sont ces généraux très haut placés dans le gouvernement, dans la hiérarchie militaire, ces brigands de grand chemin qui s'adonnent à ce commerce illicite des devises qui étaient destinées aux familles de ces militaires. Chers auditeurs qui étaient avec nous, c'est par-ci que nous clôturons ce mini-magazine qui était centré sur les grandes lignes qui ont marqué la gouvernance au cours de l'année 2020. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive, sans oublier notre invité, le professeur Charles Nditije. Emmanuel Nungeko, j'étais au micro, vous souhaite des meilleurs vœux de l'année 2021. Qu'elle soit pour vous une année de bonne santé et de prospérité. Au revoir. Merci à toi aussi Emmanuel Nyungeko pour cette rétrospective. C'est par ici donc que nous mettons point final à ce premier magazine de l'année 2021. Excellente année à tous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.